Par rapport au municipal, je voudrais dire quelque chose qui me paraît beaucoup plus important à la limite que cette affaire de fiscalité. C'est ce qui s'est passé sur ce plateau hier matin entre Olivier Faure et le vice-président du Front National. La courtoisie de ce débat m'a absolument sidéré. Le fait qu'Olivier Faure ait considéré que c'était un parti républicain, etc. On avait l'impression d'un débat courtois entre le PS et l'UMP. C'est la première fois sur ce Et moi, plateau. je pense que c'est une... Il faut savoir qu'Olivier Faure est proche du Premier ministre et du Président, que je pense que c'est une vraie stratégie dans la perspective des municipales pour que le Front National soit présent dans des triangulaires et permettre au PS de sauver le maximum de municipalités. Je pense que c'est un événement, je tiens à le dire, parce que ça m'a vraiment fait impressionner, fait réfléchir toute la journée. Je pense que là, on a vu quelque chose de tout à fait inédit et qui est une véritable stratégie Ce n'est pas politique. qu'une question de personne, j'essaie de nourrir votre réflexion, parce que Florian Philippot, quand on entend les gens de l'UMP ou du PS, c'est quelqu'un à qui on reconnaît une petite différence quand même dans sa manière. Et d'ailleurs, j'ai vu un écho dans la presse comme quoi le Front National renvoyait bien l'ascenseur en disant bon, on peut contester la gestion de M. Delanoë. Néanmoins, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que c'est une mairie qui a été gérée très correctement, sans corruption, etc., etc. Donc il y a une courtoisie qui s'installe, qui est quand même extrêmement troublante. Florian Philippot, bonjour, vous êtes vice-président du Front National. Bonjour Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne. Merci d'être avec nous ce matin. La nouvelle de ce matin, on la trouve dans les Échos avec Jean-Marc Ayrault qui annonce une grande réforme fiscale. Alors ça correspondait à une promesse électorale de François Hollande. On s'est souvent étonné de voir ce projet un peu enterré. On parle pas mal technique, fusion, impôt sur le revenu de CSG. Comment lisez-vous cette information? On va commencer à Florian Philippot ce matin. Il est temps de s'intéresser aux impôts, vous le réclamez souvent? Il est temps, mais oui, bien sûr. Moi, nous réclamons la justice fiscale, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes promesses qui avaient été faites, et qu'on pouvait partager d'ailleurs, sur l'impôt sur le revenu plus progressif, l'impôt sur les sociétés plus progressif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que le gouvernement est dans la nasse et qu'il ne fera pas cette réforme de justice fiscale pour une raison simple, c'est qu'il continue dans une philosophie de gestion de la pénurie, comme l'UMP auparavant. Il s'est mis dans la nasse du modèle européen, de la zone euro, de l'austérité, ce qui fait que ça déprime la croissance, l'emploi, le pouvoir d'achat, et en même temps ça fait augmenter les déficits et la dette publique, et donc ils n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les impôts, que de créer des taxes tous les 3 matins. On sait que sous Sarkozy et Hollande, en 2 ans, c'était Le Monde qui l'avait révélé à sa une, 84 nouvelles taxes créées en 2 ans, la dernière année de Sarkozy, la première année de Hollande, dans une belle et malheureuse continuité. Donc aujourd'hui, je pense que le premier enjeu, ce serait de changer de modèle économique pour pouvoir d'abord baisser la pression fiscale, notamment annuler la hausse de la TVA le 1er janvier prochain. Je pense que ça me semble l'urgence. C'est ce que veut faire François Hollande, prendre un peu de hauteur, enfin François Hollande et l'exécutif d'abord, prendre de la hauteur pour faire une réforme globale, ce qu'attendent sans doute les Français? Oui, et moi je me réjouis de ce que ce débat puisse avoir effectivement enfin lieu. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a un mouvement de crispation sur la question fiscale, et qu'on a des revendications qui sont parfois totalement paradoxales. On a des bonnets rouges qui défilent à la fois pour demander moins d'impôts et en même temps plus de subventions. Et donc il faut un grand débat qui puisse permettre de voir quel est le niveau de dépenses publiques que l'on souhaite atteindre aujourd'hui, et en face, quelles sont les ressources auxquelles on est prêt à accepter. Et ce grand débat-là doit mêler à la fois les partenaires sociaux, syndicats, patronats, associations d'usagers, de consommateurs, mais aussi les partis politiques, tous, y compris le Front National, que chacun vient de donner carte sur table ce qu'il pense être juste pour la fiscalité et pour les dépenses publiques. Vous invitez le Front National à la table Moi j'invite tous ceux qui aujourd'hui ont une parole dans le débat public à s'exprimer et à dire ce qu'ils souhaitent. Et ensuite il y aura un débat politique sur des bases claires, non pas sur des bases démagogiques sur... On voudrait... Enfin quand je lis ce matin Jean-François Copé qui dit il faut une baisse massive des impôts. Très bien. Qu'ils disent ce qu'ils veulent baisser et qu'ils disent... Enfin, les impôts, tout le monde veut les baisser. En revanche, qu'ils disent quelles sont les dépenses en regard, qu'ils souhaitent baisser là aussi. Moi, je ne suis pas opposé à ce que des gens aient des options différentes. C'est même normal, on est en démocratie. Mais ça suppose, en tout cas, que chacun le fasse en ayant... Aujourd'hui, il y a quand même un constat que vous devez faire, c'est le constat que faisait, mon grand-père. Trop d'impôts tue l'impôt, on dit ça depuis des années et des années. Et là, on s'aperçoit que les recettes, c'est Bernard Cazeneuve qui le dit, c'est pas moi, ne rentrent pas, alors que les impôts ont été fortement augmentés.
vous êtes arrivé au point où il faut faire quelque chose et arrêter dans ce... Bon, il y a aussi des raisons qui sont liées à la conjoncture. Hein. Les impôts, c'est évidemment la matière la plus sensible à la conjoncture. Quand il y a moins d'affaires, il y a forcément moins d'impôts, puisque les entreprises qui sont, pour l'essentiel, la cause de cette baisse des rentrées fiscales, vont moins bien. Donc, en l'occurrence, il y a une logique à ce que les rentrées soient moins grandes. En même temps, on fait des efforts sur la lutte contre la fraude fiscale qui va rapporter davantage. Donc, ça ne s'équilibrera pas complètement, mais enfin, on voit bien quelle est la tendance. Mais donc, effectivement, il faut ce grand débat. Moi, je pense qu'il y a une urgence quand même, malgré tout, parce que là, les Français sont pris à la gorge. Ce serait d'annuler la hausse de la TVA, hein, qui va peser quand même assez lourd. C'est un peu tard, hein, parce que Jean-Marc Ayrault vient de dire qu'elle aurait lieu quoi qu'il arrive. Oui, mais il faut continuer à faire pression, et puis annoncer la suppression, et non pas la simple suspension de l'écotaxe, parce qu'on voit bien qu'en plus, il y a une crispation énorme autour de ce sujet, et des entreprises qui risquent d'y laisser leur peau. Mais si vous voulez, au-delà de ça, moi, j'apprécie votre offre de consultation. Je trouve ça intéressant, intelligent. Et moi, ce que je voudrais dire, dans le fond du problème, c'est l'austérité, l'austérité au nom de l'euro, parce qu'on voit bien qu'effectivement, ça déprime les recettes fiscales de 5,5 milliards d'euros, a annoncé Monsieur Cazeneuve, le ministre Cazeneuve, pour 2013. Donc l'austérité, non seulement ça fait du mal à l'emploi, non seulement ça fait du mal au pouvoir d'achat et à la croissance, mais en plus, ça augmente les déficits et la dette. Ça n'a donc pas de sens. Et tout cela est fait pour sauver l'euro à tout prix. D'autres pays dans la zone euro ont connu ce chemin-là, ont pris ce chemin-là avant nous, notamment la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. et quelques autres. Ça ne marche pas. Alors il faut redonner des muscles à la France dans la mondialisation. C'est ça qui manque cruellement dans le projet du PS et de l'UMP. Je pense au protectionnisme intelligent et notamment à cette arme monétaire. Le débat monétaire, il est lancé, ça j'en suis très heureux. On voit des économistes qui commencent à s'exprimer, Monsieur Villain, Monsieur Sapir et d'autres. Il faut vraiment l'avoir maintenant ce débat-là, parce que sans monnaie nationale, on n'y arrivera pas. Mais je vous écoute et j'entends que vous dites il faut, par exemple, intervenir pour que la TVA ne soit pas augmentée en janvier et que l'écotaxe ne soit définitivement supprimée. Ça fait partie justement des éléments qui font qu'il faut effectivement ce grand débat, parce que là, vous venez de dire en une parole, 8 milliards de rentrées fiscales en moins. Pas tout à fait, non, c'est pas vrai. 6 milliards pour la TVA. Parce que vous déprimez la consommation, plus vous augmentez la TVA. Et donc, on est dans une situation que chacun connaît. Et donc, effectivement, il faut avoir le débat jusqu'au bout pour que chacun puisse donner ses solutions et que chacun puisse en juger aussi. 8 milliards de moins, chacun sait que c'est aujourd'hui impossible, sauf effectivement avoir en regard des dépenses publiques qui baissent drastiquement. Et dans ces cas, il faut dire lesquelles. Et pas simplement être comme ça, à dire moi j'enlève 8 milliards, j'enlève 10 milliards. Non, mais... Il faut un débat de fond et un débat sur lequel chacun puisse aller jusqu'au bout de sa logique. Ne croyez pas mécaniquement, simplement juste une phrase, ne croyez pas mécaniquement qu'en augmentant les impôts, vous avez plus de recettes fiscales. Au contraire, parfois vous en avez moins parce qu'il y a moins de consommation. Si vous augmentez la TVA, vous avez moins de consommation et au final vous avez moins de TVA. Donc le raisonnement ne tient pas forcément la route. Sur une phrase d'Olivier Faure, est-ce que l'opération dédiabolisation de Marine Le Pen n'est pas en train de réussir? J'ai peu entendu d'élus du PS ici dire j'invite le Front National à la table pour discuter de la fiscalité en France. Vous êtes en train de changer le regard? On a été reçu récemment par le président de la République, c'est normal. Ça, c'est pas pareil. Ça fait partie des traditions françaises du président. Non. Certains ne recevaient jamais le Front National. François Hollande, et c'est normal, c'est juste normal en République, on représente 25% des voix, a reçu Marine Le Pen, je l'avais accompagnée d'ailleurs, et pour une consultation sur les institutions, ça me paraît tout à fait logique. C'était pas 25% au président. Quand je dis que je souhaite... Aujourd'hui, dans les sondages. Quand je souhaite que tout le monde soit à la table et mette carte sur table, c'est parce qu'il y a des partis politiques qui participent au débat national, et donc il est logique que chacun apporte sa solution. Parce il y avait une frontière, parti républicain, parti non républicain à une époque. Ça ne veut pas dire que pour autant je considère le parti du Front National comme un parti comme les autres. Qu'est-ce que vous appelez non républicain, M. Chen? Je reprends le discours politique qui dit que... C'était de la propagande. Pas ça, les gens comprennent ça, là-dessus on peut y revenir, mais moi ce que je dis simplement, c'est qu'à partir du moment où ce parti-là, le Front National, participe au débat démocratique, il est logique de le prendre au jeu et de ne pas le laisser gambader tout seul avec des solutions complètement démagogique, utopique, etc. Et effectivement, les forcer à dire ce qu'ils feraient. Parce que, autrement, on est avec des partis de gouvernement qui, eux, sont obligés de travailler sur le réel, et puis d'autres partis qui, à côté, gambaderaient comme ça, sans avoir aucune obligation de crédibilité. Mais non, il faut que tout le monde soit dans cette obligation-là. Et sur le caractère anti-républicain, Monsieur Philippot a une histoire qui n'est pas forcément celle de tous les hommes et femmes de son parti. Mais quand j'entends Jean-Marie Le Pen réenfourcher le thème de l'anti-France, qui est un thème vieux comme l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus, etc., et que je vois qu'aujourd'hui ils se sent obligés de le défendre, je me dis qu'il a effectivement une histoire qui est plus forte que lui, quoi qu'il pense.
Quoi qu'il en pense, c'était sur vous parlez de Mme Taubira, mais vous parlez de l'indépendantisme guyanais de Mme Taubira, qui est contraire à l'unité de la République. Je parle des déclarations de M. Le Pen qui dit que c'est pas mon terme anti-français. C'est pas mon terme. C'est pas mon terme. C'est lourd rapporté. C'est pas mon terme. Mais je vais vous dire une chose, qu'une ministre de la République n'ait jamais remis en cause ses engagements indépendantistes pour une partie de la République, moi ça me pose un problème. Voilà, on peut en débattre. Elle-même parlait de, vous savez, Mme Taubira en 99 parlait dans une interview de Guyanais de souche. Vous voyez, donc le côté qui est républicain, qui ne l'est pas, ça se discute. Bon. Et la question de savoir si, quand on est ministre de la République, on remet en cause l'unité de la République, c'est normal, c'est acceptable, moi, c'est un vrai débat, c'est un vrai problème. Ce qui est dommage avec vous, c'est que vous avez mis votre talent au service d'une cause qui n'est pas... la cause nationale et patriote. Non, la cause du Front National et la cause de l'extrême droite. Et donc, vous avez les gens ont compris que c'était la cause patriote, et non pas d'extrême droite. Vous avez une langue qui est plus maîtrisée que celle de vos amis, mais on voit bien que, d'ailleurs, y compris la montée du Front National, crée un climat et libère aujourd'hui une parole, une pensée que l'on croyait définitivement abolie. Et donc, on voit bien que même sans que vous ayez besoin d'exprimer une pensée qui serait une pensée politiquement incorrecte, chacun comprend bien que derrière votre progression, il y a la progression aussi d'une forme de xénophobie. Non, ce que vous appelez xénophobie, c'est le patriotisme. C'est l'amour de la France. C'est ceux qui veulent que la France soit libre, qu'on redonne la souveraineté au peuple français par rapport à l'Union européenne, aux technocrates et à l'OTAN. C'est ceux qui pensent que la France doit être grande, qu'elle doit avoir une politique étrangère libre, qui croit en la France. Comparer une ministre à une guenon parce qu'elle est noire, ça n'a rien à voir avec l'amour de la France. Vous l'avez condamné, Philippe. Ah bah Minute, c'est pas l'ami du Front National, c'est aujourd'hui beaucoup l'ami de l'UMP. Si vous lisez Minute, vous avez des interviews extraordinairement belles de responsables de l'UMP. Ah bah oui, vous avez des portraits de M. Guénaud et d'autres qui sont formidables, pas du Front National. Quand il parle de moi, je peux vous dire que c'est pour me cracher dessus. Florian Philippot, vous dites que le quinquennat de François Hollande est déjà terminé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, ça veut dire que tout est bloqué. Et tout est bloqué. Au bout de 18 mois, on voit bien qu'il avance, il recule. Il est extrêmement contesté, même dans son propre camp. Moi, je me demande d'ailleurs s'il pourra conserver sa majorité. Peut-être que la dissolution que nous réclamons, parce que ça nous semble être la sortie de crise par le haut, eh bien, il sera obligé de la faire parce qu'il va perdre sa majorité, tout simplement. Aujourd'hui, elle ne tient plus qu'à un fil. Et je crois que la meilleure solution serait de retourner au peuple, utiliser l'article 12 de la Constitution sur cette dissolution de l'Assemblée nationale, parce que tout est bloqué et qu'on ne va pas tenir 3 ans et demi comme ça. On ne peut pas tenir 3 ans et demi comme ça. Ça fait partie peut-être des arrière-pensées de l'extrême droite, je sais pas, de sa pensée profonde. C'est arrêtez avec vos arrière-pensées. On fait pas de la psychologie, on fait de la politique. L'idée que y a une forme... Vous allez dire arrêtez avec l'extrême droite, vous acceptez le... Ah non, je l'ai dit 100 fois ça. Donc. Il y a une forme d'illégitimité à ce que la gauche soit au pouvoir, et donc dès lors qu'elle y est, à peine a-t-elle commencé, il faudrait déjà qu'elle ait terminé. Et donc c'est ce procès en permanence dans l'intérêt de la France qui est fait. Ne gouvernez pas pour vous-même, gouvernez pour les Français. Depuis 1936. Et donc malheureusement, ce procès continue. La vérité, elle est simple, c'est qu'il y a des institutions. François Hollande a été élu pour 5 ans. Il y a une majorité qui le soutient pour 5 ans. On voit bien que par exemple sur le débat fiscal qui vient d'être relancé par le Premier ministre, il y a toute la majorité derrière et que chacun souhaite qu'on puisse avancer vers plus de justice, plus de progressivité, plus de stabilité fiscale. Et donc, on a au contraire... quelques sujets encore, il reste 4 minutes. François Hollande en Israël, vous avez apprécié son discours ? Il y a des choses intéressantes, notamment sur la demande d'arrêt de la colonisation. Voilà. Peut-être aurait-il pu l'exprimer avec un peu plus de force et de vivacité. Pour le reste... qu'on ait des relations, il faut en avoir avec tous les pays du monde. Sur sa position sur l'Iran, attention à ne pas être plus atlantiste que les atlantistes. Voilà, il y avait une fenêtre d'opportunité. Ne bloquons pas les négociations alors qu'il y a peut-être une chance historique d'aboutir à quelque chose, simplement par idéologie atlantiste. Parce qu'on sait que depuis Nicolas Sarkozy, malheureusement, la diplomatie française a glissé vers l'américanisation et l'atlantisme. Je crois qu'on est moins sur l'américanisation que sur le retour de la France au Moyen-Orient sur une position qui est une position de médiation, une position qu'elle avait perdue effectivement sous Nicolas Sarkozy, avec un président de la République qui a souhaité s'adresser de la même façon aux Israéliens et aux Palestiniens et qui a cherché à trouver les voies d'un nouveau dialogue. Et donc on ne peut que se réjouir de voir la France retrouver sa place et son rang dans une partie du monde particulièrement compliquée. Autre question à propos des symboles. On a vu à la fois Florian Philippot, à la fois Anne Hidalgo, à Colombey-les-Deux-Églises pour la commémoration donc, du général de Gaulle. Ça a beaucoup heurté les gens du MP notamment, ou les gaullistes, qui sont étonnés de voir, alors je cite, Marine Le Pen couvre d'un bleu républicain et patriote le parti populiste et xénophobe reçu des mains de son père. Non,
mais moi j'y étais déjà l'an dernier, si vous voulez. J'y vais pas simplement 3 mois avant les élections. Non, mais historiquement, parce que, juste pour les téléspectateurs, l'extrême droite a toujours été l'adversaire du général de Gaulle, et le PS, via François Mitterrand longtemps, était aussi l'adversaire du général de Gaulle, donc ça peut troubler. Sauf que nous ne sommes pas l'extrême droite. Moi, je me suis toujours dit gaulliste. Voilà, certains dans le parti ne sont pas gaullistes, c'est leur droit le plus absolu. Moi, j'ai toujours dit que je respectais le général de Gaulle, qui était l'homme du non, l'homme de la résistance, l'homme de la grandeur de la France. Je suis pas sûr que le général de Gaulle aurait beaucoup apprécié, vous voyez, l'euro, l'Union européenne, de faire revenir l'UMP qui donne des leçons de gaullisme alors qu'elle a fait revenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN, qu'elle a soumis la France à l'Union européenne. Ça me fait rire ou pleurer, vous voyez. L'UMP n'a plus rien de gaulliste. Moi, je ne nie à personne, je ne dénie à personne le droit d'aller à colomber les deux églises, contrairement à d'autres qui sont très sectaires et qui pensent que l'histoire de France leur appartient. Un Hidalgo y est allé, tant mieux. D'autres y vont, tant mieux. Mais j'ai le droit d'y aller comme les autres, d'autant que dans mon combat politique, dans mes engagements, je suis en compatibilité totale avec le message du général de Gaulle. Anne Hidalgo était en campagne. Anne Hidalgo est peut-être gaulliste, il faut lui poser la question, mais surtout, en réalité, le général de Gaulle appartient maintenant au patrimoine national, comme Jean Jaurès. Et quand Nicolas Sarkozy citait Jaurès, ça a pu offusquer quelques-uns. Moi, je me réjouissais du fait qu'enfin, on reconnaisse à cet homme-là la grandeur de son destin et de sa pensée. Donc, ça fait partie des grands hommes qui ont marqué ce pays, et donc il n'est pas illogique que chacun aujourd'hui cherche à s'en approprier le meilleur. Les jeux de mots du Front National sont plus de... Hidalgoliste, c'est ce que je dis. C'est mignon pour elle, c'est gentil. Voilà, c'est beaucoup plus, comment dire, lisse qu'à une certaine époque. L'objectif du Front National, c'est d'être le premier parti de France. Quand vous entendez ça, Olivier Faure ? Aux européennes. Voilà, donc Florent Philippot vient de corriger, donc il cherche déjà à nous rassurer, parce qu'il ne voudrait quand même pas qu'on s'imagine que ce parti-là puisse être le premier parti pour toutes les élections. C'est un objectif. C'est les Français qui en décident. C'est logique que ce soit leur objectif. Nous ferons tout, évidemment, pour que ce ne soit pas le cas. Et ce serait effectivement un signal désastreux dans le ciel d'Europe si, en France, le Front National était le premier parti. Non, ce serait un beau message d'espoir. Les patriotes reprennent la main dans un Parlement européen qui est totalement squatté par les fédéralistes et les européistes. Non, ce serait le signe d'un retour des nations. Ce serait le signe d'un repli qui serait interprété par tout le monde comme c'est l'Europe qui nous rétrécit. Non, je pense que vous savez très bien que l'Europe du rapetisse. La question aujourd'hui, on pourrait avoir ce débat-là plus longtemps une autre fois, mais l'Europe, c'est effectivement non pas notre seul avenir, mais ça fait partie de notre avenir, parce que nous savons très bien que dans un contexte qui est celui de la mondialisation, nous n'avons pas d'autre choix que de regrouper nos forces avec celles de nos voisins pour pouvoir lutter efficacement. Je ne dis pas que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est une Europe qui fonctionne bien, je dis simplement que notre destin est d'être européen. Et donc, la question aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vers moins d'Europe, mais vers mieux d'Europe. Et donc, la question qui sera posée au moment des élections européennes, c'est comment on la réoriente. Comment on a bien compris ça, parce que ça fait 30... À chaque élection, vous leur dites, attendez, demain on fera mieux. Je vous laisse parler demain on fera mieux de Non, parce que c'est terminé. Les gens n'y croient plus. Je finis juste pour dire une chose, c'est que aujourd'hui l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est la droite qui dirige l'Europe, et c'est bien ça le problème. La gauche en Grèce a fait les plans d'austérité. Gauche-droite, vous êtes dans le même sac là-dessus parce que vous partagez l'Union européenne. Il est déjà 9h01 et 30 secondes. Merci d'avoir entamé cette journée avec nous. On poursuivra ce débat sur l'Europe. Je vous donne rendez-vous à tous les deux dans quelques semaines ici. Florian Philippot, je rappelle que vous êtes vice-président du Front National, Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne. Je vous souhaite une belle journée à tous les deux. Dans quelques instants, Denis Jambard, Gérard Leclerc, Hélène Pilichowski et Judith Weintraub vont me rejoindre. Bonne journée à tous les deux.